l'enthousiasme, découvrir l'aventure et braver la routine pour trouver l'extase. Chez Planète X, on connaît ça. monplanetx.com. Pierre Couture, Monsieur Économie, inflation, les achats, immobilier, taux d'intérêt, placement, coût de la vie. Ça commence à crier. Suivez les chroniques de Pierre Couture à Radio X. Radio X. La chronique de Pierre Couture présentée par Noréa Foyer Napper. C'est la vente Expo Habitat. Vous payez en 24 versements. Noréa Foyer Napper à Sainte-Marie et sur Pierre-Bertrand. Choix. 98. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Right. So you're telling me when Buzz Aldrin stepped on the moon, he saw 5 extraterrestrial aircrafts. Well, I think there were more than that. I think just watching him take his first step on the moon. Well, actually, Neil Armstrong was the first. No, his first step. Watched him Buzz take his first step. Yes, Buzz Aldrin was second. My uncle was involved with that because he helped design the lunar module that carried them there. But that footage, highly classified. They say they've lost it. NASA, did you see that in the news not long ago? We lost the original footage from them. Bon début de semaine, les auditeurs, et bienvenue à Choix 98.1 Radio X. C'est une prise 2 pour nous, mon cher Christian. On était parti sur les ballons espions la semaine dernière, mais là, nous allons faire le sujet thématique de la semaine, en fait, du lundi sur les ovnis. Et nous allons parler de la mission Apollo 20. Apollo 20. Écoute, on vient juste d'entendre un extrait de Stephen Greer. Stephen Greer est un personnage très médiatisé dans l'univers des ovnis aux États-Unis. Il est le fondateur d'une organisation qui s'appelle le mouvement le Disclosure. Et puis, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un épisode en 2019, où il avait fait une déclaration durant un podcast qui s'appelle Impulsive, où il avait dit, je sais que lorsque Buzz Aldrin est débarqué sur la Lune, Buzz Aldrin, c'est le 2e astronaute à débarquer sur la Lune lors de la mission légendaire Apollo 11 en 1969, juillet 69. Donc, Neil Armstrong l'avait précédé de quelques minutes, et là, Buzz descend. Et là, voilà que Stephen Greer dit, voilà, quand ils sont débarqués sur la Lune, ils ont vu des ovnis sur le bord d'un cratère, etc. Bon. Là, c'est de la foutaise. Écoute, je te le dis, Stephen Greer, là, ça, c'est le champion dans toute l'histoire des ovnis, là. C'est probablement le type que le plus souvent, là, utilisé je connais quelqu'un que je peux pas vous dire comment il s'appelle, mais lui m'a confié qu'il connaissait quelqu'un, que je vous dirai pas qui, mais qui connaissait quelqu'un, qui connaît quelqu'un d'autre, encore plus secret, top secret, que je peux pas vous dire. Okay. Fait que tu vois un peu, là, c'est incroyable, ce type-là, comment il fait des déclarations, là, au cours des 30 dernières années. Il a fait des déclarations, là, à l'emporte-pièce, toutes plus sensationnelles les unes que les autres. Mais évidemment, c'est toujours, je peux pas vous dire c'est qui. Et il y a toujours une grosse protection de l'information de ses sources. C'en est ridicule. Et aujourd'hui, il charge 10 000 $. Écoute, à un moment donné, on se fera une émission rien que sur lui, mais bon, il charge maintenant, c'est un ancien médecin qui est à la retraite, un urgentologue, un vrai de vrai médecin, ça peut paraître surprenant, mais bon, c'est un vrai de vrai médecin, il a lâché sa carrière de médecin, en fait, il a pas vraiment lâché, il a pris une retraite anticipée, puis là, maintenant, il s'intéresse à la question des ovnis, et là, probablement qu'il a trouvé une source qui était plus payante pour lui. Écoute, là, et je blague pas de ce que je vais te dire là. Lui, là, il prétend, là, maintenant, qu'il est en contact télépathique avec les extraterrestres. Oh, c'est triste. Et il charge 10 000 $. Oui, tu m'as bien entendu. 10 000 $ par week-end, par tête de pipe, pour les amener dans le désert de l'Arizona. Et là, ces gens-là se mettent
en position lotus. Et là, lui contacte les extraterrestres, toujours par télépathie. Et là, évidemment, il suffit de voir une lumière qui bouge dans le ciel, puis il dit, vous les voilà. Puis là, les gens, évidemment, sont comme conditionnés. Fait que là, tu vois ça. Écoute, c'est pathétique. Là, tu vois les gens, des pauvres gens là, qui l'exploitent. Ils sont là, ces gens-là sont à la recherche d'idéaux, puis de superlatifs. Puis là, ils voient une petite lumière qui sautille dans le ciel, puis « Ah oui! » Puis là, ils ont tous l'impression qu'ils en ont eu pour leur argent. Mais tu sais, ça peut être un avion qui est à 50 km, ça peut être n'importe quoi, tu sais. J'ai deux commentaires à faire en lien avec ça. Un médecin qui sait comment charger, je pense que personne n'est surpris dans nos auditeurs. Non, et deuxièmement, quel est le plus pathétique, celui qui offre le service ou celui qui le paie? Ouais, t'as tout à fait raison, mais tu sais, à un moment donné, en tout cas, c'est assez douteux, là. Et puis, tu dis, bon, tu sais, moi, il me semble être là, l'avoir payé mon 10 000 $. La première chose, je dirais, coudonc, mon Steven, si tu contactes ces bonhommes-là, là, qui sont dans la petite lumière qu'on voit au loin, là, pourquoi tu les demandes pas qu'ils se rapprochent un peu pour qu'on la voie, tu sais? Non, c'est haut, la petite lumière au loin. Écoute, c'est pathétique et surtout, c'est des déclarations, comme je te le mentionne, toutes plus sensationnelles les unes que les autres, mais évidemment, jamais vérifiables. Et là, bien sûr, c'est cette déclaration, il n'est pas le premier à la faire, ce circule dans l'univers des ovnis. Oui, les astronautes auraient vu des engins spatiaux extraterrestres alors qu'ils sont allés sur la Lune. On parle notamment des missions Apollo, là. Et bon, évidemment, rien de ça n'a jamais été étoffé. Moi-même, j'ai épluché tous les comptes rendus des missions Apollo. J'ai même eu la chance de rencontrer certains de ces astronautes qui sont allés sur la Lune. J'ai passé même un après-midi complet avec le commandant de la mission Apollo 15, James Irwin. Tout ça, c'est de la foutaise. C'est soit des propos qui sont pris hors contexte ou des rumeurs de trucs qui circulent, mais rien, absolument rien de ça ne repose sur quoi que ce soit de vérifié ou de vérifiable. Okay. Donc, cela étant dit, là, évidemment, on aime bien, c'est incroyable tout ce qu'on a prêté à Apollo 11, hein. Ils ont vu des ovnis en allant sur la Lune. Il y a même une petite anecdote que je dois te raconter. Dans une série, qui s'appelle, qui a été diffusée en français à Canal D, qui s'appelait des aliens sur la Lune en 2014. On voit à un moment donné, bon, évidemment, on tourne autour de cette histoire que les astronautes auraient vu des ovnis sur la Lune. Et évidemment, on multiplie les affirmations sensationnelles. Et toutes plus invérifiables les unes que les autres. Et à un moment donné, tu te dis, bah, ça a l'air sérieux. On voit Buzz Aldrin. Ça, c'est important que de mentionner. On voit Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est le deuxième homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 11. Neil Armstrong est décédé, là, depuis, mais puis Neil Armstrong, faut le dire, hein, c'est le premier homme à marcher sur la Lune, mais c'est Monsieur Discrétion aussi, hein. Il a marché sur la Lune, après il est revenu. Il a bien sûr participé à de nombreux colloques, présentations, mais après 1 an ou 2, après le vol d'Apollo 11, et là, d'autres vols avaient succédé, Apollo 12, 13, bon, on le sait, ils se sont pas rendus sur la Lune, là. Je sais pas si tu as vu le film, là, mais il y a quelque chose, ils ont eu, tu sais, la fameuse phrase, là, Houston, we've got a problem, là-bas, c'est là, ils ont eu un problème, donc ils ont dû revenir. Après ça, il y a eu Apollo 14, 15, 16 et 17, officiellement, la dernière mission lunaire, c'est Apollo 17. Donc, à partir de là, bon, ben, Neil Armstrong a quitté la NASA. Et il a fait plusieurs travaux, il a travaillé dans des entreprises privées. Il a été notamment l'un des responsables de l'enquête sur l'explosion de la navette Challenger. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ben, même tu te rappelais probablement pas parce que c'était en 86, là, mais c'est un événement qui a marqué l'histoire, hein, l'explosion de la navette Challenger. Et il y a eu une enquête qui a été faite et parmi les conseillers qu'on avait engagés pour enquêter sur la catastrophe, il y avait justement Neil Armstrong. Mais Neil Armstrong, c'est un bonhomme qui était excessivement privé dans sa vie personnelle, comme autant de sa vie là, comme astronaute. Donc, oui, bien sûr, il a parlé de la mission Apollo 11 à maintes reprises. Lorsqu'il y avait des événements d'occasion, hein, la marche sur la Lune, c'est juillet 69, et là, bon, tous les 10 ans à peu près, là, donc en 79, 89, 99, on a souligné les 10, 20, 30, 40 ans de la mission Apollo 11. Il acceptait de participer à des présentations spéciales, notamment à la Maison-Blanche, et retrouvait ses anciens collègues de la mission. Mais
c'est un homme qui n'aimait pas les médias, il aimait pas la télévision, il aimait pas les journalistes, il se tenait loin de ça. Est-ce que c'était un supplice pour lui d'être présent à ces événements-là? Non, je pense pas. Il aimait bien retrouver ses collègues. La mission Apollo 11, c'était 3 astronautes, les marcheurs lunaires qui étaient Buzz Aldrin et Neil Armstrong, et leur compagnon Michael Collins, qui lui malheureusement chauffait le taxi. Lui, il est resté en orbite autour de la Lune. Son rôle, c'était d'amener ses 2 collègues à la Lune. Ses collègues se posaient sur la Lune, faisaient la marche lunaire, remontaient à bord du vaisseau et lui les ramenait ensuite. C'est vraiment un rôle de chauffeur de taxi qu'il avait Michael Collins. Mais c'était quand même la fameuse équipe du vol Apollo 11. Donc, il aimait retrouver ses collègues. Il a participé à des congrès scientifiques où il parlait de ça, de ce qu'étaient les missions Apollo, puis tous les risques qu'ils ont courus. Mais c'est un homme qui n'aimait pas trop les médias. Donc il restait, il refusait toute entrevue, il fuyait les caméras. Et si on voulait parler de la mission Apollo 11 et de la marche lunaire, en dehors de Neil Armstrong, on n'avait pas d'autre choix que se tourner vers Buzz Aldrin. Quand même, Buzz Aldrin, c'est pas la moindre des choses. Il a quand même suivi 20 minutes plus tard Neil Armstrong sur la Lune. Tu sais, le temps que Neil Armstrong débarque, ensuite c'était lui. Donc, c'est le 2e homme, mais c'est la première équipe à marcher sur la Lune. Et Buzz Aldrin, c'est un individu qui aimait davantage les médias et il s'exposait plus aisément. Tout ça pour te dire que dans cette émission des aliens sur la Lune, faut quand même le dire pour les auditeurs. Dans cette émission-là, notamment, on voit Buzz Aldrin qui raconte un incident. Il dit, voilà, je vais vous raconter, alors qu'on était en route vers la Lune, il dit, on voit au loin dans l'espace, il dit, on voit un objet qui clignote. Et là, Neil Armstrong me dit, tu le vois-tu? Fait que là, il répond, oui, je le vois, tout ça. Il dit, pendant quelques minutes, on a échangé comme ça, et qu'est-ce qu'on fait? Puis il dit, on n'osait pas trop appeler la station spatiale, le centre au sol, pour dire qu'on voyait quelque chose. Les gens au sol, ils auraient dit, là, on a des hurluberlus qui sont en route vers la Lune pour premier débarquement lunaire, puis ils commencent à nous rapporter des ovnis. T'sais. Fait qu'il dit, donc, on a regardé ça pendant quelques minutes. Puis il dit, réellement, au sens du terme, c'était un ovni. Et là, l'entrevue se coupe là, puis là, le narratif reprend. Oui, voilà, Buzz Aldrin confirme qu'ils ont vu des ovnis sur la Lune. Est-ce que tu sais pas, c'est que Buzz Aldrin a quand même poursuivi la compagnie pour avoir fait ça. Parce que ce qu'il dit en réalité, quand tu regardes l'entrevue au complet, après qu'il ait dit, c'était dans le sens propre du terme un ovni, il poursuit sur sa lancée. Et c'est ça qu'on t'a enlevé. Et c'est ça. Et ce qu'il poursuit en disant, il dit donc, c'était techniquement un ovni. Et là, après avoir échangé quelques minutes, le centre spatial Houston nous rappelle en nous disant, les boys, la lumière que vous voyez qui clignote, c'est rien de plus qu'un panneau du SLB qui s'est détaché. Parce qu'il faut savoir que les vaisseaux Apollo, le lemme lunaire était placé dans un des étages. Et une fois que les astronautes étaient en orbite autour de la Terre, là, pour se préparer à aller vers la Lune, il inversait le vaisseau Apollo. Le vaisseau se détachait. Le vaisseau Apollo se détachait. Il se retournait et allait rentrait son nez dans la fusée, le 2e étage, qui servait un peu de garage au lemme lunaire. Donc, il l'accrochait sur son nez, il sortait, le vaisseau se retournait à nouveau et là, prenait la route de la Lune avec le lemme lunaire accroché sur le nez. Mais pour aller chercher le lemme dans son garage, si on peut dire, le garage était fermé par des gros panneaux d'acier, très métalliques, là, en stainless steel poli, très brillant. Et ça s'ouvrait comme des pétales de fleurs et ça se détachait. Donc les panneaux s'ouvraient, se détachaient, permettant au vaisseau Apollo d'aller chercher le lemme. Or, ces grands panneaux, c'était comme des grands miroirs que tu avais lâchés dans l'espace, là. Et ils tourbillonnaient dans l'espace, dans le vide interstellaire. Or, comme les astronautes avaient pris la direction de la Lune, quand ils regardaient par un des hublots, ils voyaient l'un de ces panneaux au loin qui tournoyait et reflétait la lumière du soleil. Fait que ça faisait comme si je suis très très loin de toi, puis je prends un miroir, puis je fais... Ça faisait un reflet. Un reflet de soleil, puis je l'envoie là dans ta direction, tu vas voir comme des éclats de lumière. C'est exactement ce qui se passait. Donc le panneau, en tournant, reflétait la lumière du soleil et l'envoyait en direction du vaisseau spatial Apollo, puis les astronautes voyaient cette lumière-là qui clignotait au loin.
Mais ça, Buzz Aldrin le raconte au complet là, dans l'entrevue. Là. Une fois qu'il a eu dit « c'était vraiment un ovni », et là, après ça, il sourit en disant « mais finalement, ça s'est révélé qu'un panneau du vaisseau qu'on avait, le SL-1B, qui était là puis qui flottait dans l'espace. » On a coupé ce passage-là pour te faire croire que les astronautes d'Apollo 11 avaient vu des ovnis alors qu'ils se dirigeaient vers la Lune, alors qu'ils n'ont rien que vu un débris spatial qui tourbillonnait dans l'espace. Buzz Aldrin a voulu poursuivre la compagnie pour ça. Puis là, il y a eu un règlement hors cours parce que Buzz Aldrin avait quand même signé ce qu'on appelle un release, là, une décharge, qui permettait aux gens de faire ce qu'ils voulaient de son entrevue, mais... Sauf que tu peux pas faire de la diffamation. Ouais, c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est de la fausse information. Bref, il y a eu un règlement hors cours, mais il faut savoir que ça nous montre à quel point certains individus malhonnêtes sont prêts à tout pour tordre la vérité, pour nous faire avaler des salades. Donc, cette histoire-là de les astronautes d'Apollo 11 ont vu un ovni sur la Lune, en allant vers la Lune, ça, c'était pas vrai. Alors là, il y a d'autres récits qui disent les astronautes, au moment de débarquer, ont vu des objets. Bon, c'est ce que raconte Stephen Greer. Puis là, d'un coup, tu sais, dans sa phrase, tu l'écoutes comme vous, tu dis, Stephen Greer, tu dis, ouais, ils ont vu des ovnis. Mon oncle a travaillé au LEM. Mais ça fait quoi, ça? Ton oncle a travaillé à la construction du LEM. Il a travaillé pour American Dynamics sur la construction du LEM. Là, ça veut-tu dire que parce qu'il a assemblé 3 boulons qui fait partie des grands secrets de la NASA? Ouais, que ça fait de toi une source crédible en plus. Oui, c'est ça, tu sais. Moi, là, je peux te dire tout ce qui se passait dans la limousine du président Kennedy quand il était assassiné. Parce que moi, là, je travaillais chez Ford. Non, c'est ça. C'est quoi le lien? Parce que le char a été fait chez Ford. C'est du grand n'importe quoi, là. Mon oncle a travaillé à la construction du LEM. Savais-tu que les pattes du LEM, les assiettes en dessous du LEM, avaient été faites à Montréal? En fait, avaient été faites sur la rive sud de Montréal. OK. Donc, les gens qui travaillaient chez Héroux Aérospatial, sur la rive sud de Montréal, pourraient dire, moi, je suis dans les confidences de la NASA. On a fait une partie du train d'atterrissage du LEM. Ouais, non, il y avait 30 000 compagnies de sous-traitants qui travaillaient à la construction des vaisseaux Apollo puis des fusées Saturne V. C'est du grand n'importe quoi. Seul Stephen Greer peut raconter des sornettes pareilles et seuls les idiots peuvent avaler ça. Mais bon, bref... C'est un aspect extraordinaire, hein. Fait que les gens veulent s'y reconnaître. Mais... Ils veulent être dans photo. C'est ça. Je pense que Stephen Greer voulait être dans photo. Mais bref, aujourd'hui, on va parler d'Apollo 20. Alors, Apollo 20, comme si tu as bien suivi notre conversation depuis le début, en théorie, ne peut pas avoir existé. Parce que au moment où les vols spatiaux vers la Lune, le programme Apollo a été développé, on avait conçu des missions pour aller jusqu'à Apollo 20. Mm-hmm. Donc, on avait construit et assemblé les vaisseaux pour aller jusqu'à Apollo 20. Mais malheureusement, puis on en a déjà parlé lorsqu'on parlait du complot, est-ce que les hommes sont allés sur la Lune ou non, il faut savoir qu'après, il y avait cette déclaration du président Kennedy en 62 qui avait dit d'ici la fin de la décennie, nous enverrons des hommes sur la Lune et nous les ramènerons sains et saufs. C'est un projet qu'on se donne, pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est difficile. Donc, il avait lancé un peu comme un projet national. L'idée était de battre les Russes et d'aller sur la Lune avant les Russes. Et qui plus est, Kennedy s'est fait descendre, il était abattu 1 an plus tard en fonction. Et pour les Américains, c'était comme on veut rendre justice au président assassiné. Le président a dit on va aller sur la Lune. On va y aller. On va y aller. On va tenir la promesse qu'il avait fait qu'on irait sur la Lune. On va y aller. Donc il y avait comme un sentiment de noblesse autour de ça, de cette idée d'aller sur la Lune, de noblesse envers le président Kennedy, mais également un besoin, un sentiment patriotique de débattre, de battre les Russes pour être les premiers sur la Lune. Donc, tout le monde a mis un peu l'épaule à la roue. Ça a coûté des milliards. Et finalement, il y a eu la mission Apollo 11 qui a concrétisé le rêve du président Kennedy. La décennie n'était pas terminée. On était en juillet 1969.
L'idée aurait été de débarquer le 4 juillet 1969, fête nationale américaine. Mais bon, des retards ont fait que ils ont débarqué le 20 juillet, mais quand même. On peut pas tout avoir. À un moment non, donné, on peut pas tout avoir. C'est donc ils débarquent le 20 juillet ou 21 juillet si on regarde l'heure internationale. Et voilà, c'est fait. T'sais, on se dit, voilà, on a accompli le rêve de Kennedy, on est allé sur la Lune. Et là, après ça, évidemment, il y a des milliards de gens à travers le monde qui ont suivi en direct ce débarquement sur la Lune. Et puis après ça, il y a eu la mission Apollo 12. Et là, déjà, on a commencé à voir un ralentissement de l'engouement du public. Hein, on y retourne, mais on avait l'impression que on l'avait déjà fait. Donc, il y a eu Apollo 12. Et déjà, là, quand Apollo 13 a décollé, là, les gens s'en foutaient un peu, là. Si Apollo 13 n'avait pas explosé entre la Terre et la Lune, si le module de service n'avait pas explosé entre la Terre et la Lune, les gens se seraient complètement désintéressés de la mission Apollo 13. Et là, c'est devenu soudainement plus intéressant. On a 3 astronautes dans l'espace qui sont en perdition. Va-t-on réussir à les ramener? Là, on avait un nouveau trailer. Tu sais, oh yes, on va regarder ça. Et finalement, on les a ramenés. Mais après ça, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16, on a toujours l'impression que c'était la même chose. Puis là, les gens étaient préoccupés par autre chose. On avait accompli un peu ce que le président Kennedy avait demandé. On avait été sur la Lune. Ça coûtait des milliards, mais bon, on avait réussi à battre les Russes. Puis là, les Russes ne présentaient plus un problème parce que la meilleure preuve qu'on est allé sur la Lune, quoi qu'en disent les théoriciens du complot, c'est que le 21 juillet 1969, le lendemain de l'atterrissage de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur la Lune, les Russes ont scrappé leur programme lunaire. Fait que si c'était pas vrai qu'on y avait été, crois-moi que les Russes se seraient mis les bouchées doubles pour y aller. Oui, et dire, c'est ça, c'est grand. Nous, on y est allé pour de vrai, puis les Américains, c'était de la fumisterie. Mais non, le lendemain, Khrouchtchev, Brejnev, je crois qu'il était le président. Brejnev a appelé le président Nixon pour dire félicitations mon homme, vous êtes allé le premier, merci, bonsoir. Et à Moscou, on a pris le dossier des astronautes sur la Lune russe, on l'a sacré d'un vidange. Terminé. C'est bon. Fait qu'on avait réussi ça. Et ça coûtait des milliards. Puis les Américains avaient d'autres choses, d'autres préoccupations. Il y avait la guerre du Vietnam qui coûtait une fortune. On s'enlisait dans ce conflit-là. On se posait des questions aussi. Le tissu social américain allait pas bien. On avait eu l'assassinat de Martin Luther King, l'assassinat de Kennedy quelques années plus tôt. Et après ça, la même année que Luther King se fait assassiner, c'est Robert Kennedy qui est à son tour assassiné par des espèces d'extrémistes. Ça va pas bien. Et là, on se dit, on envoie des gosses à la Lune qui coûtent des milliards. Le taux de chômage est là, est en augmentation. C'est la crise du pétrole qui nous guette. Hein. Et toutes ces préoccupations-là fait que on a commencé à se questionner sur le programme spatial. Et aux États-Unis, notamment dans des programmes publics, la NASA est un organisme public, là, c'est civil, c'est pas militaire. Si t'as pas le support du public, tu vas perdre tes budgets, c'est certain. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, les gens commençaient à ne plus s'intéresser à ça. Ça coûtait trop cher. Et là, lorsque la NASA a voulu, d'année en année, en fait, dans les 2 années qui ont suivi les premiers débarquements lunaires, la NASA a vu ses budgets coupés considérablement, puis on remettait en question le besoin d'aller sur la Lune. Parce que c'est pas tout le monde qui avait la connaissance scientifique pour dire quelles sont les retombées de ça? Quelle est la véritable retombée scientifique d'aller sur la Lune? Même si les scientifiques t'auraient répondu, la barre est très, très haute. Hein. C'est extraordinaire de pouvoir aller sur la Lune, aller chercher des échantillons. C'est une meilleure compréhension de la formation de la Lune, de la formation de l'univers. Mais c'est vrai que la question se pose, hein, quand t'es allé une fois, puis que tu sais que c'est pas habitable, qu'est-ce qu'on fait? Les gens disaient, ouais, c'est beau, mais là, ils en ont ramené de la roche, là. Qu'étudie cette roche-là, puis qu'on mette l'argent ailleurs. Et c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, tant si bien que les missions qui devaient aller jusqu'à Apollo 20, ils se sont arrêtés à Apollo 17. Donc, en décembre 1972, officiellement, la dernière mission lunaire a été Apollo 17. Et après, il y en a toujours là. Hein, officiellement, il n'y a pas eu d'autres missions après Apollo 17. Il y avait 3 vaisseaux qui avaient été construits. Hein, tous les vaisseaux étaient assemblés. On était fin prêt, là. Mais donc, on a pris un de ces vaisseaux Apollo
qu'on a recyclé dans une mission qui s'est appelée en 1975 la mission Apollo-Soyouz. Là, on n'a pas été sur la Lune. L'idée était simplement d'envoyer un vaisseau américain dans l'espace. En fait, c'est une grosse campagne là, de promotion. Là. On voulait montrer que les relations entre l'Est et l'Ouest étaient moins tendues, qu'on s'entendait de mieux en mieux, puis que la guerre froide était pratiquement terminée. Okay. Avec Apollo-Soyouz, on a envoyé un vaisseau américain dans l'espace, un vaisseau Apollo qui était destiné au départ à aller sur la Lune, mais bon, comme c'était terminé la Lune, on l'a recyclé dans cette mission. Donc on a envoyé un vaisseau spatial américain en orbite autour de la Terre, vaisseau Apollo. Les Russes ont envoyé un vaisseau Soyouz dans l'espace et ces deux vaisseaux-là se sont rencontrés. On avait construit comme une espèce de sas qui permettait de relier l'un à l'autre, comme une pièce de jonction. Pour faire un pont. Voilà, et ces deux vaisseaux-là se sont branchés ensemble dans l'espace. Et là, les Américains sont sortis de leur vaisseau, sont allés dans ce pont, comme tu dis, ce cubicule, et les Russes ont fait la même chose, puis là, ils se sont donné la main dans l'espace. C'est pour montrer qu'il y a une forme d'entraide. Donc, Apollo... ça doit coûter cher pour de quoi de quétaine, Christian, parenthèse. Je comprends l'image, mais c'est de l'argent, là! Ah, c'est absolument. Mais bon, comme le vaisseau Apollo était déjà construit, on n'a pas construit un vaisseau spécialement pour ça. Le vaisseau Apollo était construit. Donc, on l'a utilisé pour la mission Apollo-Soyouz. Et les deux autres vaisseaux, en théorie, les vaisseaux qui auraient dû constituer les missions Apollo 19 et Apollo 20, ils ont été livrés aux intempéries et à la rouille, mais bon, on les a quand même protégés un peu, là. L'un de ces vaisseaux-là, le vaisseau Apollo 19, la fusée Saturne V et le vaisseau Apollo 19, il est exposé au centre spatial de Cap Canaveral, en Floride. Donc, les gens qui nous écoutent, qui sont allés visiter la NASA, ils ont entré dans un grand bâtiment, puis un couché à terre, là, la grande fusée Apollo avec tous ses composants, le module de commande, le module de service, le LEM, tout est là. Et l'autre, le vaisseau d'Apollo 20, lui, il est exactement la même chose. Il est exhibé pour le public au centre spatial de Johnson, qui se trouve à Houston, au Texas. Alors, pourquoi on en parle ce soir si c'est immobile présentement pour une exposition? Parce que c'est ça qui arrive. L'histoire est pas tout à fait comme ça. Du moins, il y a une histoire parallèle. OK. Et je te la raconte. On est le 1er avril 2017. Soudain, une capsule vidéo est présentée sur YouTube. C'est un film qui dure à peu près 16 minutes. Et dans ces images-là, je vais essayer de les décrire rapidement, là, on voit, la première image que l'on voit, c'est ce qui semble être une ville dans un environnement lunaire. Donc on voit ça, mais on entend comme des gens qui respirent, qui filment ça. Et ensuite, là, il y a c'est ce qu'on appelle des jump cuts là, dans le langage de la télévision. Là, il y a comme un jump cut, là, c'est ça. Puis là, on passe à une autre séquence. La seconde séquence, là, on voit la surface de la Lune qui est filmée depuis un des hublots du LEM lunaire. On connaît ces images-là, on les a vues 100 fois lorsque les astronautes sont allés sur la Lune. On sait à quoi ça ressemble. Là, ces images-là montrent exactement ça. Donc, on voit la surface de la Lune filmée depuis le LEM lunaire et on voit le sol lunaire qui défile en dessous. Et puis, soudain, on voit sur le bord d'un cratère un objet qui semble étiré, allongé, comme un cigare, qui ressemble clairement à un vaisseau spatial, mais qui n'est clairement pas un vaisseau spatial terrien. Là. Il ressemble davantage au vaisseau dans le film Alien, le 8e passager, là, où ses suites, c'est comme un vaisseau qui semble fait en pierre, mais pas en acier, comme on est en droit de s'attendre de voir un vaisseau terrestre. C'est vraiment un vaisseau, on voit bien que si c'est un véhicule spatial, il n'est pas d'origine terrestre. Okay. Donc on a des gros plans de ça. Et puis soudain, à nouveau, c'est un jump cut. Et là, on arrive, on filme à l'intérieur du LEM lunaire. On voit, évidemment, ce sont des images qui sont très granuleuses, mais on reconnaît le tableau de bord du LEM. On voit la manette de contrôle, les cadrans, les boutons, tout ça. Et puis à nouveau, jump cut, on repasse à l'extérieur, on voit ce vaisseau dans le cratère de beaucoup plus près. Donc on a des gros plans, on voit bien là que c'est une structure
qui est artificiel, c'est pas quelque chose de naturel. Et puis arrive le moment, on retourne dans le lemme lunaire, et alors qu'on est dans le lemme, il y a comme un zoom sur le tableau de bord, et là on peut voir un écusson. Et sur cet écusson-là, on voit le nom des astronautes, 3 astronautes qui sont mentionnés, et dont on voit le nom d'un certain William Rutledge, Leona Snyder et Alexis Leonov. Et là, on voit dans le haut du logo en question, on voit le mot Apollo 20. Et puis ensuite, on arrive à la séquence la plus extraordinaire de ce clip, nouveau jump cut, et là, on voit la caméra qui fait un gros plan sur une femme, parce que, bon, elle est nue, on voit sa poitrine dénudée, on voit que c'est une femme, mais quand la caméra arrive sur son visage, on voit bien que c'est pas une femme humaine, là. C'est une créature humanoïde, féminine. Le visage ressemble un peu à un visage eurasien, là, tu sais, comme les gens ici sur Terre, là, donc qui ont des parents asiatiques et des parents européens. Là. Je pense par exemple à l'actrice Lucy Liu. Là. Okay. C'est des traits européens, mais avec des éléments là, qui nous rappellent un peu le type asiatique. Donc la femme dans le vaisseau ressemble à ça, quoique ses yeux sont plus en amande et plus bombés. Elle a les yeux fermés. Une première image la montre avec comme une espèce d'appareil sur le visage, et après on la voit sans cet appareil sur le visage, et on voit bien les traits du visage, tout ça. Et ensuite la caméra s'arrête et c'est terminé. Donc cette séquence-là est mise en ligne, on la voit, et là ça laisse supposer que quelque part dans les années 70, il y aurait eu une mission clandestine, appelons-la comme ça, une mission qui se serait appelée Apollo 20. Et cette mission-là, si on en juge par les images qui ont été mises en ligne, ces images-là montrent que les astronautes seraient allés sur la Lune et auraient non seulement filmé des structures, cette fameuse ville qu'on voit au début de la séquence, mais ils auraient apparemment vu un engin spatial extraterrestre, et ils auraient même ramené visiblement une des occupantes, qui, comme je le dis, était ou bien elle dormait ou elle était morte, mais semblait, en tout cas, quand on la voit dans le vaisseau, elle est clairement inerte et immobile. Donc, ces images-là, écoute, font rapidement le buzz. En est-ce qu'il y a encore des traces de ça? Tu sais, si j'écris Apollo 20 sur Google, est-ce que je vais avoir des... Ouais. Si tu tapes Apollo 20, tu vas probablement voir plein d'éléments qui montrent ça, puis tu vas probablement voir des images de cette femelle extraterrestre que rapidement on a surnommée Mona Lisa. Okay. Parce que l'image, quand on la voit, c'est le visage immobile, fait qu'on se dit, on l'a surnommée Mona Lisa. Et en quelques semaines, cette séquence vidéo avait été vue par plus de 75 millions d'internautes. Donc, et là, tout le monde ne parlait plus dans la communauté ufologique, on ne parlait plus que de cette Mona Lisa. Mais évidemment, on se dit, la scène a été, la clip vidéo en question a été mise en ligne le 1er avril 2007. Oh non! 1er avril, tu te dis, écoute, là, c'est une date qui est quand même marquante là, pour les canulars et les fumisteries, le 1er avril. Mauvais timing pour un complot de l'histoire et une découverte de l'humanité, là. Mais il y a des gens qui disent, mais justement, peut-être que ça fait partie d'une mécanique du complot. On le met en ligne le 1er avril pour pas qu'on y prête attention en se disant que c'est sûrement un canular. Donc, quoi de mieux que d'utiliser cette date du 1er avril? Tu comprends? Tu peux le détourner de cette manière-là. Ouais. Et des gens se disent, en même temps, est-ce qu'il pourrait aussi, si ça n'a pas été placé de manière volontaire le 1er avril pour essayer de discréditer avant même sa diffusion la bande, peut-être que c'est aussi simplement le hasard. Tu sais, la bande est, tu sais, le 1er avril, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie le 1er avril, c'est pas forcément un poisson d'avril. Tu sais, tu t'en vas sur le trottoir, tu tombes, tu te casses une jambe, c'est pas forcément le poisson d'avril. Bon. Fait qu'on s'est dit, c'est peut-être autre chose. Alors finalement, des amateurs d'OVNI se sont embarqués là-dedans, essayant de découvrir quelle était la source derrière cette séquence vidéo. Et puis là, on apprend, quelques semaines, en fait 6 semaines après la mise en ligne de la vidéo en question, de Apollo 20, de ce qui semble être Apollo 20, il y a un ufologue. Bon, il faut se dire que cette séquence d'Apollo 20, elle a aussi été repiquée dans le documentaire que je t'ai parlé tantôt, là, tu sais, des aliens sur la Lune, où on a comme falsifié le témoignage de Buzz Aldrin pour te faire croire qu'il avait vu des ovnis. Ben, tu comprends que cette même production s'est vite arrangée pour s'assurer de pouvoir récupérer cette bande vidéo en question.
Donc, quelques semaines après, en fait 6 semaines après la mise en ligne des images, on est rendu le 23 mai 2017, il y a un ufologue italien qui s'appelle Luca Scantamburlo. Et Scantamburlo écrit sur son site qu'il a réussi à remonter jusqu'à l'auteur de la séquence vidéo. Il l'a pas vu, hein. Il a entrevu ces faits par Internet sur Yahoo Messenger. Donc, on a échangé des messages, mais il a pas vu qui était son interlocuteur. Mais il est persuadé que l'homme à qui il parlait était l'auteur de la séquence vidéo. Alors, qui est-il? Donc, et quelle est l'histoire qui entoure ça? Donc, la personne à qui il parle est un certain William Rutledge. Et ce William Rutledge, il vit maintenant en Afrique. Et là, il raconte à son interlocuteur, donc à l'ufologue italien, il lui raconte l'histoire de cette mission clandestine. Il raconte que c'était effectivement une mission qui avait le nom de mission Apollo 20. Elle aurait décollé en 1976, en fait le 16 août 1976. Elle aurait décollé depuis la base militaire de Vandenberg, qui se trouve là au nord-ouest de Santa Barbara en Californie. Donc on n'a pas utilisé des installations. On n'aurait pas, je vais utiliser le conditionnel. Ouais. On n'aurait pas utilisé les installations de la NASA. Et quand même ici, je te fais remarquer que le 16 août 1976, c'était également le 16 août 1969 que la mission Apollo 11 s'est envolée depuis Cap Canaveral pour sa première mission lunaire. Donc, est-ce que c'est une date anniversaire? Coïncidence? Mais bon, bref, pour ceux qui suivent bien le programme spatial, cette date du 16 août, ben on sait que en dehors de la mort d'Elvis, c'est où c'est. Une date très importante. C'est une date très importante. Donc, ce William Rutledge qui échange avec notre ufologue italien, là, Luca Scantamburlo, il lui dit, ben voilà, c'était la mission Apollo 20, on a décollé de la base spatiale de Vandenberg. Notre mission était d'aller explorer le cratère Delport, qui se trouve sur la face cachée de la Lune. Et là, il lui explique que durant les missions précédentes, les missions lunaires officielles, donc Apollo 14, 15 et 16, les astronautes qui étaient restés dans le module de commande qui orbitait autour de la Lune, pendant que les deux autres astronautes marchaient sur la Lune, il faut savoir que toutes les missions lunaires, les marcheurs, appelons-les comme ça, les marcheurs se sont tous posés sur la partie éclairée de la Lune, hein, la partie qui nous fait face. Ouais. Puis la raison à ça, c'est parce que il y a pas de tour relais, là. C'est un peu, il faut que tu sais, si t'envoies une communication, là, faut que ça s'en aille direct, tu sais, fait que fallait passer, on communiquait avec le vaisseau, puis le vaisseau Apollo renvoyait le signal vers la Terre. Ben, tu sais, si on l'avait atterri du côté de la face cachée de la Lune, la communication aurait pas passé, là. Il y aurait eu entre l'astronaute et la Terre, il y aurait eu la Lune entre les deux. Fait que c'est la raison pour laquelle on s'est posé tous sur la face qui faisait face, la face de la Lune qui faisait face à la Terre. Donc, on se pose de ce côté-là. Et là, mais pendant ce temps-là, le chauffeur de taxi, lui, comme je t'ai mentionné, comme Mike Collins, ben, les autres astronautes, les missions qui ont suivi, hein, Apollo 12, on oublie 13, là. Donc, Apollo 12, 14, 15, 16 et 17, ben, il y avait un chauffeur de taxi qui tournait autour de la Terre, autour de la Lune. Et quand il passait du côté de la face cachée de la Lune, ben, il prenait des photographies. Donc, Rutledge raconte que durant les missions, Apollo 15, 16 et 17, on a vu en passant du côté caché de la Lune, on a pris donc des photographies de ce cratère Delport et on aurait vu près du cratère Delport en question une forme plus ou moins allongée qui ressemblait à un vaisseau. Et on aurait vu également des structures comme s'il y avait une ville qui était à cet endroit. Et c'était un peu la mission de Apollo 20, donc de se rendre sur place. Et là, Rutledge raconte que non seulement se sont rendus sur place, mais au moment où ils ont pris des images de cette fameuse ville, se sont posés, ils ont pris des images de la ville en question, et ensuite ils ont été explorer ce vaisseau spatial qui n'était pas tout à fait au cratère Delport, hein, il se trouve dans un tout petit cratère à côté qui s'appelle le cratère Guyot. Donc ils sont allés vers ce cratère, ils sont pénétrés à l'intérieur du vaisseau en question et c'est là qu'ils auraient trouvé cette femme qui était en état de léthargie, qu'ils ont décidé finalement de ramener à l'intérieur du LEM et de la ramener sur Terre. On ne sait pas trop ce qu'il est advenu, mais bon, bref, et là, les images, on lit ce qu'explique un peu le commandant Rutledge. Il dit, ben voilà, ces images, il ne sait pas comment elles ont sorti, mais c'est clair, il authentifie que les images que l'on voit sont bel et bien des images qui ont été tournées durant la mission Apollo 20.
Donc, à partir de là, tout le monde est tout à fait enchanté de ces images. Et là, c'est la théorie du complot. Finalement, voici la véritable raison pourquoi on n'a pas retourné sur la Lune après Apollo 17. En fait, on y est retourné, mais on y est retourné de manière clandestine parce qu'on avait vu des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres et tout le tralala. T'sais. Et ça fait un peu boule de neige jusque à peu près après, je te dirais, 1 mois et demi après l'entretien de Rutledge qui est diffusé sur le web qui est reprise par tous les ufologues. Ben voilà qu'un spécialiste je te dirais, de la vidéo française, qui s'appelle Thierry Sept, qui dit, ben voilà, c'est moi qui ai fait ça. Donc, lui, il publie ça. Il utilise un site, puis il dit, l'image, en fait, c'est un trucage. J'ai fabriqué ça. Oh. Je travaille un roman. Et ce roman-là, ben, il sera émaillé d'images. Et voilà, c'est ça. Et donc, c'est un canular. Puis là, ben, il rappelle qu'effectivement, il a mis ça en ligne le 1er, tu sais, le 1er avril. Donc, il s'agit d'un canular. Puis lui, il se disait, les gens auraient bien vite vu que c'est un canular. Mais le problème, c'est que au moment où il publie ce commentaire-là, l'histoire a tellement véhiculé qu'il est rapidement accusé d'être un débunker. Hein? C'est pas vrai, c'est pas lui qui a fait ça. Il a probablement été payé par les autorités pour essayer de minimiser la chose. Et puis bon, voilà, l'histoire. Ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre lui. Il va même raconter plus tard qu'il avait publié en plongeant entre guillemets son aveu. Il avait publié sur un site qui s'appelait needtoknow.europe, qui était pas très populaire auprès des amateurs d'ovnis anglophones. Et donc, son aveu est passé un peu inaperçu. Ça a commencé assez lentement auprès de la communauté des ufologues européens, français, espagnols, italiens. Mais, faut quand même le dire, 75% des ufologues à l'échelle interplanétaire, à l'échelle planétaire, sont des ufologues anglophones, de langue anglophone, britanniques, australiens, américains, canadiens. Alors, son aveu est comme passé un peu inaperçu. Alors, pour rectifier le tir, Thierry Spett est allé sur des sites ufologues anglais pour dire, hey, l'histoire d'Apollo 20, c'est pas vrai, les images, c'est moi qui les ai fabriquées. Puis c'est quand même un type qui connaît le milieu, hein. Il est un spécialiste de la vidéo. Notamment, il fait plus maintenant, mais il a fait longtemps pour des compagnies aériennes. Quand tu écoutes, par exemple, à Canal D, supposons, tu écoutes l'émission Mayday, hein, qui est une émission où on présente des écrasements d'avions, là. Ouais. Ben, lui, il faisait pour les compagnies les reconstitutions à partir des informations transmises par les boîtes noires et refaisait un modèle vidéo de ce qui avait pu se passer pour que l'avion s'écrase. Okay. Donc, c'est un gars qui connaît bien la manipulation d'images et c'est un passionné de l'histoire de l'espace. Il a énormément de films qui proviennent d'images qui ont été tournées dans l'espace durant l'émission Apollo, tout ça. Donc, il a fait c'est ce qu'il dit. Hein, il dit, j'ai fait un montage de tout ça. Alors, il va sur les sites anglophones. Et là, il dit, ben voilà, cette image-là est fausse, c'est moi qui l'ai fabriquée. Mais même les ufologues sur les sites anglophones doutent de son aveu, et certains vont même jusqu'à le bloquer, en le considérant comme étant un agent de désinformation. Et pourtant, encore aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que des gens ne me parlent pas de l'histoire d'Apollo 20, qui est un canular. Et il y a plusieurs éléments, avant même d'avoir les aveux de Thierry Spett, il y aura plusieurs images, là-dedans, des éléments dans l'image, qui auraient dû mettre les gens sur la piste que c'était faux. Ben déjà, la femme a de l'air assez mannequin, là. Ouais, c'est ça. Donc les images montrent que la femme a de l'air assez mannequin. Mais au-delà de ça, quand tu regardes la photo, par exemple, du soi-disant vaisseau spatial, ceux qui connaissent bien les programmes spatiaux, on vite... Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut que je le dise pour les gens qui nous écoutent. Quand on vous montre une supposée image de la NASA, on vous dit, c'est une image de la NASA, on voit une structure sur la Lune, on voit quelque chose. Rappelez-vous ceci. Toutes les images de la NASA ont un numéro. Et avec ce numéro, vous pouvez avoir accès à la photo originale. Donc, vous allez sur le site de la NASA, vous entrez le numéro de la photo, et là, vous allez avoir la photo originale. Vous allez voir, et c'est le seul moyen que vous avez
de s'assurer que l'image qu'on vous a présentée comme étant une base d'extraterrestres, un bonhomme vert, un n'importe quoi, ben là, vous allez avoir la photo originale pour pouvoir déterminer est-ce que la photo a été photoshopée par la suite. Okay. Si on vous montre une photo, puis vous n'avez pas le numéro de code de la NASA, dites-vous à 99%, c'est que cette photo-là a été ou recadrée ou photoshopée pour vous faire accroire à quelque chose. Elle n'est pas authentique, c'est ça. Elle n'est pas authentique. La photo qu'on nous montre dans le film de la Mona Lisa, là, de l'extraterrestre Mona Lisa, quand les astronautes s'approchent, on voit que c'est une séquence qui provient d'Apollo 15, et on a les images, la séquence d'images de ça, et la photo sur laquelle on zoome, où on voit le vaisseau spatial, c'est une photo qui porte le numéro AS15P9630. Ça, c'est le numéro de code de la NASA. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous entrez dans votre moteur de recherche, NASA AS15P9620, 9630, vous allez avoir exactement une photo de ce cratère Delport et le petit objet à côté. Ce petit objet, il faut se rappeler que les photos des missions Apollo étaient pas de très bonne qualité. Depuis, toute la Lune a été refotographiée par des sondes, je pense notamment des sondes japonaises et américaines, et le même endroit a été notamment photographié par la sonde japonaise Kaguya en 2007. Et ces images, qui sont de meilleure qualité, montrent bien que cet objet soi-disant rectangulaire ou allongé en forme de cigare, là, ce n'est rien d'autre qu'une dune de sable, une dune de roche. C'est dans le fond, quand Spet a fait son canular, ben, c'est pas un canular, c'est une blague qu'il a voulu faire, qui s'est tournée contre lui, mais quand il a fait ça, ben, il a utilisé une photo floue, puis on aime bien les photos floues, puis on peut voir n'importe quoi là-dedans, mais il suffit de se retourner vers des photos de meilleure qualité pour s'apercevoir que, finalement, ce n'est rien d'autre qu'un relief dans le sol. Mais il n'y avait pas que ça qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Ça, on nous dit que c'est une mission conjointe dans les astronautes. On nous dit les astronautes étaient il y avait Rutledge, il y avait Leona Schneider et il y avait un certain Alexis Leonov. Ben, quand tu regardes sur la liste des astronautes, tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu d'astronautes qui sont appelés William Rutledge. Quand la NASA ont fait leur sélection de leurs astronautes, ben, il n'y en a aucun qui s'appelait William Rutledge. Donc, ce type-là est inconnu au bataillon. On nous dit que la mission s'est déroulée en 1976. La première femme engagée dans les équipes de la NASA remonte à 1978 pour les vols des navettes spatiales. Durant la période des missions Apollo et les missions précédentes, là, Gemini et Mercury, c'était un boys club. Donc, il peut pas y avoir eu une femme dans cette mission-là en 1976. C'est invraisemblable. Ensuite de ça, comme c'était une mission, quand on voit le logo de la mission Apollo 20, on voit que le logo est écrit essentiellement en anglais. Donc, on a écrit en anglais en utilisant ce qu'on appelle l'alphabet latin ou l'alphabet romain, hein, l'alphabet qu'on utilise là, tous les jours. Or, si c'était une mission conjointe avec l'Union soviétique de l'époque, il y a une partie du logo, les noms des astronautes auraient été reproduits en langue cyrillique. Et on peut se référer d'ailleurs à la mission Apollo-Soyouz dont je t'ai parlé un peu plus tôt, cette mission où les astronautes se sont retrouvés dans l'espace pour se donner la main. Ben, si on regarde le logo de la mission Apollo-Soyouz, on voit que le nom Apollo-Soyouz était écrit à la fois en écriture latine, mais également en écriture cyrillique, et le nom des astronautes soviétiques qui ont participé à la mission était écrit en écriture cyrillique et non pas en écriture latine. Donc déjà là, le logo, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. 2 des astronautes cités pour la mission Apollo 20 n'ont jamais existé, ou en tout cas sont des inconnus au bataillon, et qui plus est une femme dans une mission des années 70 à la NASA, c'est invraisemblable. Quant au dernier astronaute, l'astronaute russe, Alexis Leonov, lui, il existe bel et bien. Donc, c'est un peu comme mettre un petit élément de vrai dans quelque chose de faux. Ça fait des demi-vérités. Ça fait une demi-vérité. Alexis Leonov, c'est un véritable héros du programme spatial soviétique. Il est d'ailleurs le premier être humain à être sorti dans l'espace. En 1965, alors qu'il y avait cette fameuse course à la Lune, les Russes ont envoyé un vaisseau dans l'espace avec 2 astronautes à bord, et l'un d'eux est sorti du vaisseau. C'est la première fois qu'un être humain flottait dans l'espace. Et ce qu'on appelle une marche dans l'espace. Et ce premier humain à faire ça était justement Alexis Leonov.
Les Russes, à l'époque, avaient dit que ça s'était très, très bien passé, mais on sait depuis, avec la publication des documents, que ça s'était pas bien passé. Leonov a failli laisser sa peau. OK, mais il est pas mort. Il est pas mort, parce que quand il est sorti à l'extérieur du vaisseau, la différence de pression a fait que son costume s'est gonflé comme un bonhomme Goodyear. Là, le bonhomme Michelin. Bonhomme Michelin. Puis il était plus capable de se plier les bras puis les jambes pour rentrer dans le sas du vaisseau. Fait qu'il a failli rester dans l'espace. Puis on a failli couper le cordon, dire merci, bonsoir, Alexis Leonov. Mais finalement, il a réussi à force de contorsion à pénétrer à nouveau dans le vaisseau. Puis bon, fait que finalement, c'est une mission qui a été couronnée de succès, mais ça s'est pas si bien passé que les Russes l'avaient dit à l'époque. Mais bref, c'est un héros. Il a réussi ça. Et la fameuse mission que je t'ai parlé, cette fameuse mission Apollo-Soyouz où les Russes et les Américains se sont retrouvés dans l'espace, Alexis Leonov a fait aussi partie de cette mission-là. Donc, Alexis Leonov est un personnage qui existe. Mais tu connais l'expression « à beau mentir qui vient de loin ». Alors, qui peut aller vérifier si Alexis Leonov, en Russie, a réellement participé à une mission qui s'appelait Apollo 20. Ben, tu sais, écoute, c'est le Kremlin, puis là, ben, même si le Kremlin t'avait dit c'est pas vrai, on aurait dit, ben, c'est tout à fait normal, les Russes, ils nous mentent toujours. Et t'sais. Aujourd'hui, c'est tellement facile de dire ça, parce qu'il y a aussi le temps qui joue contre les conspirations. Là, ces gens-là, un jour, vont tous être morts, donc, tu sais, ça va être facile d'inventer des choses sur leur passé. Ça a déjà commencé. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il ne reste plus que, de mémoire, là, je crois qu'il reste trois humains, trois Américains qui ont marché sur la Lune. Tous les autres sont décédés. Parmi eux, d'ailleurs, il y a justement Buzz Aldrin, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a fêté là, tout récemment, c'est 92 ans ou quelque chose comme ça. Okay. Donc, ce sont des gens qui sont très âgés. Hein. Les autres tous les deux autres astronautes, je me rappelle pas lesquels, mais je pense qu'au total, il en reste 3, incluant Buzz Aldrin, puis les deux autres sont 87, 88 ans là, dans ces alentours-là. Tu sais. Donc, tous les autres sont décédés. Et tu comprends qu'à partir du moment où ils sont décédés, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est ça. Tu sais, on entend toujours là, des déclarations du genre « Ah, il paraît que Neil Armstrong a dit ceci, il paraît que Pete Conrad a dit ça, il paraît que Edgar Mitchell a dit telle autre patente. » Mais ils sont tous morts, ces gens-là. Tu sais, est-ce que c'est vrai qu'ils ont dit ça? J'aimerais bien voir où on a pris ces déclarations-là, où elles sont, tu sais, bon. Mais t'as bien raison. Quand les gens sont décédés, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est ça. Et bref, même si aujourd'hui les gens continuent de croire à ça, puis c'est amusant parce que à partir du moment où ce canular d'Apollo 20 a été reconnu par l'auteur lui-même, là, Thierry Spett, à partir du moment où le canular a été annoncé, ben, il y a de nouvelles images qui ont été mises en ligne que ce n'est pas Spett qui les a fait. Donc, on voit qu'il y a des gens qui ont pris le train en marche, hein, ils ont trouvé la patente, fait qu'ils ont pris des fausses images d'Apollo, les ont maquillées, puis ont fait apparaître des trucs de la même façon que Spett avait fait. Quoi qu'il en soit, depuis, Spett a publié vraiment le roman sur lequel il disait travailler à l'époque. Hein, c'est le The Unknown Mission? Exactement. Okay. Donc, quand le vidéo est sorti en 2007, quand Spett a fait ses aveux en disant non, c'est un truc que j'ai fait chez moi avec des fausses images parce que je suis en train de préparer un roman, il a remis de nombreuses années à écrire son roman, en fait 10 ans, mais en 2017, il a publié effectivement Apollo 20, The Unknown Mission, hein, la mission inconnue, et à l'intérieur, je l'ai moi dans ma bibliothèque, et quand tu feuillettes le livre, effectivement, tu vois plein de photos de la Mona Lisa, là, tu sais, de la créature en question. Tu vois des photos, d'autres photos qui ne font pas partie des séquences vidéo qui ont été publiées, où on voit apparemment les autres astronautes qui marchent sur la Lune, puis tout ça. Donc, ça a été un coup. Si Spett voulait faire un coup de publicité, ben on en a beaucoup parlé. Je crois pas que ça a beaucoup servi son roman, mais néanmoins, ça a fait énormément jaser dans les milieux ufologiques. Et comme les amateurs d'OVNI tiennent beaucoup à le mythe, ben l'histoire est restée. Donc aujourd'hui encore, quand on discute de la mission Apollo 20, ben il y a plein de gens qui disent voilà, c'est vrai, ou c'est amusant parce que si je réfère j'ai accroché mon micro, mais si je réfère à la vidéo des aliens sur la Lune dont je te parlais, où on a un peu falsifié la déclaration de Buzz Aldrin, dans cette vidéo, dans cette émission-là, on voit aussi un extrait de la mission Apollo 20, et là on entend un expert ufologue qui dit ouais, quand ces images-là ont fuité sur le web, on s'est dit ou c'est vrai, ou si c'est pas vrai, c'est forcément un coup de désinformation des autorités. Tu comprends? C'est comme c'est une extrême à l'autre.
Ça peut pas être entre les deux un gars qui s'est amusé à faire ça dans une salle de montage chez lui puis qui a mis ça sur YouTube. Non. Il faut que ce soit ou bien une super organisation qui a fait une campagne de désinformation ou bien ce sont des véritables images. Quand même, hein? C'est un peu triste de voir que, bon, on en est là, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais bon, bref, la mission Apollo 20 n'a jamais eu lieu. C'est une invention faite principalement par Thierry Spett, qui est un artiste audiovisuel, qui a mis ça en ligne, qui a fait des aveux le 9 juillet 2007 où il expliquait que c'était pas vrai, et puis qui depuis a publié son roman Apollo 20, The Unknown Mission, la mission inconnue, qui a été publié en 2017. Pas de mission Apollo 20 et pas de Mona Lisa. Aussi simple que ça. D'ailleurs, on la voit, puis est-ce que ça a été prouvé, tu sais, que je t'ai dit tantôt qu'elle avait l'air un peu mannequin, est-ce que c'est vraiment une construction humaine, de cette Mona Lisa-là? C'est en fait une construction humaine, puis dans les images que Spett a montré de la fabrication, il a utilisé un corps de mannequin, mais c'était un corps de mannequin humain qu'il a utilisé, et comme la tête était différente, lui, il y avait que la tête de Mona Lisa. Tu sais, il y avait le corps du mannequin, puis il y avait la tête de Mona Lisa. Mais il n'y avait pas une Mona Lisa complète, là. Fait qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça, quand on regarde les séquences vidéo, on voit que Mona Lisa a comme un foulard autour du cou. C'est le seul vêtement qu'elle a. Donc, pas un vêtement pour se cacher le pubis, pas un vêtement pour dissimuler ses seins, mais un vêtement pour dissimuler son cou. Nécessairement, j'imagine, pour éviter la jonction entre le mannequin et la tête. Tout à fait. Fait que lui, il avait pris le mannequin, il a mis la tête, et là, dans le film, on voit qu'il y a comme une espèce de foulard qui a été placé là, la jonction du cou et du tronc. Justement pour dissimuler cet élément-là qui aurait montré qu'en fait c'était une reconstruction. Là. C'est ça, mais on n'a pas le teint de la même couleur au niveau du cou. C'est ça. Puis quand on regarde les images, bon, évidemment les images, il y avait d'autres éléments aussi. Quand tu regardais ces images-là, les Apollo 20, c'est vrai que les premières missions Apollo, là, on pense Apollo 9, Apollo 11, Apollo 12, les images étaient granuleuses, tout ça. Mais à la fin, là, quand on avait les missions Apollo 16, Apollo 17, la qualité des images, des transmissions était excellente. Là. Donc, les images d'Apollo 20 auraient dû être de qualité supérieure. Or, elles étaient même inférieures aux images que l'on voyait sur Apollo 11. Tout pour berner. C'est ça. Donc, des images excessivement granuleuses, hors foyer. Puis quand tu vois d'ailleurs les véritables images de la Mona Lisa versus les images qui ont été présentées dans le document, on voit que Thierry Spett a fait le maximum pour rendre ça le plus flou possible, jouer sur la désynchronisation des couleurs dans l'image. Sinon, on aurait bien vu que c'était un mannequin fait de cire ou de plastique ou tout ça. T'sais. Mais ça a été un canular qui a bien fonctionné. Hein. Quand tu dis en quelques jours, ça nous montre également l'intérêt, parce que rapidement, les images ont été vues par 75 millions d'internautes qui échangeaient autour de ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et encore aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, malgré les aveux de l'auteur qui dit non, c'est un coup de publicité, les gens refusent de croire ça. Puis l'histoire des ovnis, écoute, je pourrais te raconter on pourrait faire une série complète pendant 2 saisons, uniquement des canulars qui ont été faits dans l'histoire des ovnis et que les gens continuent de croire vrai, malgré les aveux. Tu sais, il y a parce que quand les gens font des aveux, les aveux deviennent comme un mécanisme de la théorie du complot. C'est ça. Donc, il faut qu'il achète. On a acheté son silence, il nous cache de quoi. Il peut plus parler, il y a les mains liées, blabla. Voilà. Ou il se discrédite parce qu'il a dû être forcé par les autorités. Donc le type arrive, je pense notamment à des histoires de photographies qui ont été prises à Gulf Breeze en Floride. On est à la fin des années 80, début des années 90. Il y a un type qui prend des photographies de secours volantes, puis il va réussir à vendre ça, puis tout le monde parle de ça, puis il fait de l'argent, là, tu sais, je veux dire, il va vendre les photos à des magazines, puis éventuellement, il va avouer que c'est un canular, c'était 2 secours en carton qui avaient collé ensemble, mais malgré les aveux, hein, les gens disent non. Moi, j'ai parlé avec son avocat à ce type-là qui me disait, on allait souper ensemble, puis son avocat qui en même temps est un de ses proches amis, puis on allait souper ensemble, puis il me racontait comment les gens étaient naïfs, puis qu'ils avalaient tout ce qu'il dit. Plus qu'il en mettait, plus les gens y croyaient. Et éventuellement, quand il a avoué que tout ça est un canular, les gens disent non, c'est pas possible. Il a dû être forcé par le gouvernement pour dire que les photos étaient truquées, puis c'était faux. Tu sais. Donc, l'aveu
de la fraude devient une preuve d'une conspiration. C'est là, ça. Là, tu t'en sors pas. Tu dis, OK, c'est. Et il y a plein d'histoires dans l'univers des ovnis où effectivement, des gens ont fait des trucs. Des années après, ont avoué que c'était une fraude, puis les gens veulent pas y croire. La roue continue de tourner comme ça, sont poignés dans l'engrenage. Oui, un autre cas célèbre, en 1990, il y a une photographie qui s'est mise à circuler en Belgique. Il y avait une vague d'ovnis sur la Belgique, et les gens disaient voir des triangles volants. Et puis à un moment donné, une photo est apparue. On voit un de ces triangles-là avec des lumières autour. La photo a été énormément publiée dans les périodiques, magazines spécialisés sur les ovnis. Il y a